Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Salut Francis. Bonjour Alex. Il y a une usine de panneaux solaires à 1 milliard, c'est dans l'est de Montréal et ça suscite déjà certaines inquiétudes. Ben, c'est un texte de Francis Alain qui a amené cette initiative-là à mes oreilles ce matin. Puis bon, j'ai fouillé un peu l'affaire. En fait, c'est pas la première fois dont on en entend parler de ce projet-là. Avendio, si je pense que je l'exprime bien, là, A-W-E-N-D-I-O, Avendio Solaris, donc une entreprise fondée en 2023 qui a l'objectif de fabriquer des panneaux solaires. Mais c'est ça qui est toujours un peu particulier avec ces initiatives-là. C'est une entreprise qui n'a jamais rien fait. Donc là, on se réunit dans une salle. Là, j'imagine on écrit ça sur un PowerPoint, toi et moi. Puis là, hey, on pourrait faire ça, des panneaux solaires. Ah oui? Et quand tu regardes, évidemment, la direction de ce groupe-là, ce ne sont que des financiers, des comptables, des gens de chiffres. Il n'y a pas vraiment personne qui sait faire des panneaux solaires. Fait que, OK, bon, jusqu'ici, tout va bien. Et là, ce qu'on nous annonce, en fait, c'est qu'il y aurait des pourparlers assez avancés, ce que j'en comprends, pour créer une usine d'1 milliard de dollars dans l'est de Montréal. Et évidemment, j'aurais envie de dire, pourquoi vous commencez pas avec une usine à 5 millions, puis faites-en 2, 3, puis là, 10 millions, 22 millions, 48 millions. Non, on y va tout de suite à 1 milliard. Et évidemment, il y a plusieurs petites problématiques autour de ça déjà. Donc, première chose, ils ont retenu les services de Pierre-Gabriel Côté, l'ancien patron d'Investissement Québec, qui agit comme lobbyiste auprès du gouvernement et d'Investissement Québec pour lever des fonds. Donc, il y a possiblement un conflit d'intérêts là. Mais j'ai un peu fouillé la patente et ce qui était très intéressant, c'est qu'en fait, cette entreprise qui n'a jamais rien fait, qui souhaite créer une usine d'1 milliard de dollars à Montréal-Est, n'est pas une entreprise canadienne. Même si elle est pilotée essentiellement par des Canadiens, c'est une entreprise qui est domiciliée en Angleterre. Donc, pourquoi est-ce qu'une entreprise qui s'incorpore en Angleterre voudrait avoir son premier et seul site au Québec? C'est à n'y rien comprendre. Et si on fouille encore un petit peu plus, en fait, derrière Avendio Solaris, il y a une autre entreprise, on ne connaît pas tout à fait les liens, mais qui s'appelle Avendio Capital. Hein? Puis c'est exactement tous les mêmes visages avec les mêmes LinkedIn. Et Avendio Capital, devine quoi, a son siège social à Jersey, un paradis fiscal proche de l'Angleterre, qui est reconnu pour des pratiques d'évitement fiscal, 0% de taux d'imposition sur les sociétés, pas de gain en capital, etc. Il n'y a personne dans cette entreprise qui habite à Jersey. Enfin, il n'y a personne qui habite à Jersey. Là. C'est un trou. Il n'y a personne qui a envie d'aller là. Mais évidemment, tu domiciles ton entreprise, tu l'incorpores en Angleterre, tu fais des activités au Québec avec des lobbyistes qui vont aller chercher de l'argent public, puis à la fin, si ça se pète la gueule, c'est très loin pour récupérer l'argent. Puis si ça marche, t'as pas à payer d'impôts parce que tu rapatries tous les profits là-bas. Donc, je trouve que finalement, ça me semble un peu une patente un peu lose-lose là, pour tout le monde. Et je serais pas surpris finalement qu'on annonce, parce que c'est dans le style de la maison, qu'on va donner évidemment des centaines de millions à cette patente-là parce que c'est tellement beau, hein, des belles usines comme celle-là. Je vais finir en disant que je suis très fan de panneaux solaires. Tu le sais, la transition énergétique, je rêve d'avoir des panneaux solaires sur ma maison. Mais il y a quand même au Québec une entreprise qui avait 2 sites, Stace, là, tu te rappelleras, qui avait été en profonde difficulté, mise carrément en faillite, qui avait été rachetée par un groupe d'investisseurs. C'est pas facile de faire des panneaux solaires au Québec. Le salaire minimum est élevé. Un ingénieur, ça coûte 80-100 000. Pendant ce temps-là, les Chinois, ça fait 10-15 ans qu'ils en fabriquent. Ils détiennent un quasi-monopole à l'échelle de la planète. Donc, passer qu'une start-up incorporée à Jersey, puis en Angleterre, avec des lobbyistes proches d'Investissement Québec, va fabriquer une usine d'1 milliard de dollars au Québec en 2029 et qu'on va rivaliser les Chinois, permettez-moi quand même de sourciller un petit peu. Bon, c'est la fin de mon monologue, Alexandre. C'est qu'on a certains exemples. Non, mais c'est parce que, je ne vais pas ramener Nordvolt, mais on a certains exemples qui nous ont échaudés dans les dernières années, là. C'est comme Nordvolt, honnêtement. Si vous lisiez entre les lignes de ma petite ébullition matinale, c'est comme Nordvolt. C'est une entreprise qui ne sait rien faire, en fait, qui débarque, qui dit hey, « j'ai fait 3-4 batteries là-bas, je peux-tu avoir tout votre argent tout de suite? On va faire ça. » Puis non seulement Nordvolt, c'était pire. Là. C'était 42 usines un peu partout dans tous les pays du monde avec juste de l'argent public. Franchement, c'était un peu un gâchis. Mais j'ai l'impression qu'on s'apprête à reproduire en allant de l'avant avec ce projet-là un schéma bien connu, effectivement, comme celui de Nordvolt. Et je dis, encore une fois, il y a peut-être
peut-être de la place pour une usine de panneaux solaires au Québec. Je ne souhaite rien de plus. Mais Simonac commençait par en faire un avec 3 piastres et quart, puis après ça, vous irez quémander 1 milliard de dollars pour faire une usine. Je ne comprends pas cette logique d'aller comme all-in, et surtout, si vous voulez le faire, faites-le avec vos propres sous de grâce. Ne venez pas prendre de l'argent de mon portefeuille, de ton portefeuille, du portefeuille des auditeurs. Je trouve ça un peu insultant, honnêtement, puis un peu prétentieux, surtout provenant de ces gens qui sont essentiellement tous, comme je le disais, des gens qui sont des financiers, des monteurs de chiffriers Excel. Je préférais avoir des gens qui savent faire des panneaux solaires à la fin. Je vais essayer de te ramener un petit peu dans l'esprit des fêtes, parce que je te trouve un peu grincheux. Là. Continue. Tu vas avoir de bonnes nouvelles sur le prix de quelque chose qui va se retrouver au centre de notre table, probablement dans plusieurs soupers des fêtes. Prix de la dinde. J'aime ça, évidemment, trouver des bonnes nouvelles parmi la litanie de choses qui vont un peu mal, effectivement. On le sait la que litanie, hein? Je suis comme à chaque jour, il faut que je sorte un verbe ou un nom un peu sophistiqué. Mais porte attention, Francis, c'est comme une espèce de puits sans fond de mots nouveaux. Je lis beaucoup, hein. Puis d'ailleurs, j'ai accueilli la Fondation pour l'alphabétisation à mon émission avant hier. On a entendu? Puis ça a été repris par QMI, puis par le Québec Matin. Puis hier, voyons, Sophie voulait m'en reparler. Bref, j'ai eu l'impression d'avoir fait œuvre utile en matière de lecture. Parlons donc d'alimentation. On sait que le prix de l'alimentation augmente et ça fait très mal au portefeuille des Québécois. Dans la viande, là, on dit à chaque année, ça augmente là, de 10, de 12 %. On s'est intéressé à l'augmentation sur les 5 dernières années, depuis 2020. La viande, c'est pas compliqué, ça a augmenté de 68 %. Ça a presque doublé, honnêtement, puis c'est pour ça qu'on le sent là, très fortement dans notre portefeuille. Mais ce que ça dissimule, c'est moyenne d'augmentation. C'est plein de biens dont le prix a baissé. Puis là, c'est l'approche de Noël. On prépare peut-être notre réveillon, notre souper de Noël en famille. Et la très bonne nouvelle, si je peux me permettre, c'est qu'il y a des biens dont le prix a baissé depuis 5 ans. Et veut pas, je veux dire, même si vous n'avez pas eu des grosses augmentations, tout le monde a eu un petit pourcent, un petit 2 % chaque année. Là, je veux dire, c'est pas mal la norme. Le salaire minimum a augmenté depuis 5 ans quand même significativement. Donc, on le voit, les salaires ont augmenté. Il y a des biens dont les prix ont baissé, dont la dinde. Fait que ça, c'est une très bonne nouvelle. Le prix de la dinde est moins cher qu'il ne l'était il y a 5 ans, alors que vos salaires ont augmenté. Donc, en pouvoir d'achat exprimé en dinde, là, on est beaucoup plus riche qu'on l'est. Maintenant, les gens... c'est un visionnaire. C'est un visionnaire, effectivement. L'autre bonne nouvelle, autour de la dinde, hein, qu'est-ce qu'on met? Le prix des carottes a beaucoup diminué depuis 5 ans. Le prix des pommes de terre relativement stagnant, le moins 1 %. Mais encore une fois, si ton salaire a augmenté de 2 % par année, de 10-12 % depuis 5 ans, les patates, elles coûtent exactement la même chose qu'en 2020. Ben, tu peux acheter beaucoup plus de patates. Les petits pois, donc beaucoup de ces légumes-là ont eu des baisses ou des stagnations de prix depuis 5 ans. Donc, juste pour le repas de Noël, je vous incite pas à manger de la dinde, des patates et des carottes à tous les repas de l'année 2026. Ben, c'est ça qu'on entend quand même. On laisse faire les attaquas, puis on met des carottes. Puis on met des carottes et des patates. Puis tu sais, c'est pas pour rien que les patates, c'est le poor man's meal. C'est sûr qu'ultimement, ça coûte peu cher à fabriquer. Puis il y a drôlement des innovations technologiques dans le domaine de la patate. J'ai travaillé avec une entreprise du Saguenay, puis je les salue, le Capital Équipement. Ah oui? Ils ont vraiment développé plein de technologies du champ jusqu'au sac. Hein? Puis c'est toute la chaîne de valeur de lavage, puis de, ça tourne. En tout cas, je suis pas un ingénieur, mais c'est quand même étonnant de voir que même dans ce domaine-là très, très, très basique, les Québécois ont continué d'innover puis de faire plus rapidement puis plus efficacement. C'est ce qui explique probablement que le prix de la patate, en tout cas des carottes et de la dinde, se soit maintenu ou même diminué. Donc, joyeux Noël alimentaire. Puis voilà, c'était la bonne nouvelle du jour, Alexandre. Et tes anecdotes ne cesseront jamais de m'étonner. Hey, merci Francis, on t'écoute cet après